Pour comprendre et expliquer des faits, les scientifiques ont inventé au cours des siècles de nombreuses techniques. Mais surtout, ils ont développé une méthode bien à eux, la démarche scientifique expérimentale. Les méthodes de la démarche scientifique sont nombreuses. La recherche expérimentale est l'une d'elles. Mais au fait, qu'est-ce que c'est ? Quels sont ces grands principes ? Comment obtenir des résultats auxquels on peut se fier ? Comment tirer parti de chaque expérience menée ? Si comme un arbre, la démarche expérimentale est toujours en constante évolution, elle repose sur des racines déjà bien solides. Pour comprendre un phénomène, il faut mettre en place ce qu'on appelle un protocole de recherche, c'est-à-dire une suite d'étapes à suivre et de manipulations à réaliser. Ensuite, il s'agira de comparer des résultats et d'en déduire de nouveaux modèles. Une nouvelle explication du monde que l'on voit. Tout d'abord, les scientifiques vont choisir une problématique. C'est toujours une question liée à l'observation d'un phénomène que l'on ne comprend pas assez bien. L'hypothèse, elle est formulée par nous, mais aussi par d'autres, mais c'est toujours par rapport à des résultats déjà obtenus. Dans ce laboratoire de l'INSERM, Cécile et ses apprentis chercheurs s'intéressent à la leucémie. En partant d'observations déjà faites dans le passé, ils ont identifié un gène, c'est-à-dire un morceau d'ADN. Celui-ci pourrait jouer un rôle important dans cette leucémie. Une fois la problématique générale posée, il s'agira d'abord de la diviser en plusieurs petites questions et de permettre une compréhension de plus en plus précise des faits. Sur un projet scientifique, il y a quelque chose d'énorme. On a en général une question phare et on essaye de trouver des angles d'attaque pour répondre à cette question. Là, on a tout un panel de techniques aussi qui nous sont possibles. Quand je dis la question, c'est pas la question avec un grand A, c'est cette grande question. On va y répondre par plein de petites questions et donc on va essayer de trouver des techniques qui vont nous permettre d'avoir plein de petites réponses pour converger vers cette grande réponse qu'on veut obtenir. De comprendre par quel chemin on passe, c'est comme une espèce de jeu de piste où en fait on doit raccorder tous les éléments, etc. Et donc ça, je trouve ça vraiment chouette, c'est vraiment bien amené, je trouve. Poser une problématique est donc toujours un travail collectif qui nécessite d'abord de se documenter sur les expériences passées. C'est ce qu'on appelle dresser un état de l'art. Une fois le sujet à étudier choisi, les scientifiques vont formuler une hypothèse. Ils vont en quelque sorte imaginer une explication qui leur semble possible. L'intuition et l'imagination sont donc toujours bienvenues. L'enjeu sera ensuite de prouver ou non que cette hypothèse est juste. Ça dépend, parfois oui, on s'attend vraiment à des résultats, parfois c'est vraiment exploratoire et du coup on s'attend à rien et puis on observe ce que les résultats nous donnent. On discute un peu tous du sujet et puis on arrive parfois ensemble à émettre des hypothèses ou des questions. Afin de valider l'hypothèse, le scientifique met en place un protocole de recherche rigoureux. Un protocole expérimental est un mode opératoire à réaliser pour mener l'expérimentation, en quelque sorte une recette de cuisine. C'est en fait une démarche de A à Z, vraiment étape par étape de tout ce qu'on doit faire pour obtenir un résultat. Et le principe, c'est que le protocole il soit compréhensible, il soit clair et il soit très, très spécifique, c'est-à-dire avec maximum d'informations possibles pour que potentiellement tous les autres chercheurs puissent le faire. L'expérimentation proposera de réaliser une ou plusieurs manipulations pour vérifier si l'hypothèse de départ est validée ou non. Souvent, il s'agit de faire varier au cours de ces expériences un minimum de paramètres pour bien comprendre le rôle de chaque élément. Pour cela, on utilise un témoin, c'est-à-dire une expérience dont le résultat est connu. Cela permet de valider les observations et de comparer les résultats pour chaque modification apportée. Quand on choisit une question bien précise, une petite question, on va dans ce cas-là essayer d'établir un protocole d'expérimentation qui nous permet de conclure sur notre expérience. Et pour ça, on a toujours besoin de nos échantillons, évidemment, mais de contrôle. Et ça, c'est très très important dans le principe d'une manip, c'est-à-dire qu'on a toujours des échantillons qui doivent être négatifs, des échantillons qui doivent être positifs, pour pouvoir conclure que notre manip a bien fonctionné avec l'échantillon positif qui doit fonctionner, que l'échantillon négatif n'est pas positif non plus, comme ça, c'est bien sûr que ce qui doit rester négatif le reste, et comme ça, on peut vraiment conclure sur la validité de notre expérience. Souvent, le chercheur va donc devoir concevoir un protocole et choisir les instruments expérience adaptés. Une fois le protocole mis en place, il s'agit de diminuer au maximum les incertitudes. La répétition de l'expérimentation est fondamentale.
Mais surtout, il faut pouvoir interpréter les résultats obtenus, et c'est parfois le plus difficile. J'ai aussi beaucoup appris qu'il fallait être persévérant pour être chercheur, puisque les résultats ne sont pas toujours ceux attendus, et que voilà, il était très important de varier les expériences que l'on fait, de multiplier les expériences que l'on fait pour être sûr de nos résultats. La science est un langage et chaque domaine a développé le sien. Pour exprimer les résultats de manière précise, il faut les décrire avec le bon vocabulaire et utiliser le bon outil pour interpréter les données. Ça y est, les équipes de recherche ont obtenu un résultat. Parfois, c'est celui qu'ils attendaient. Notre modèle est alors juste et une nouvelle branche à pousser sur le grand arbre de l'innovation scientifique. En langage scientifique, on dit que l'hypothèse de départ est validée. Mais ce n'est pas toujours le cas et ce n'est pas grave. C'est même parfois bénéfique. En effet, en science, le droit à l'erreur est fondamental. L'expérience réalisée, si elle n'a pas fonctionné, donnera de nombreuses informations aux chercheurs à venir. Parfois, en fait, ça marche pas et des fois, c'est dur de l'expliquer. Et puis, on est obligé, en fait, soit de trouver une autre stratégie ou simplement de passer sur une autre question, essayer de détourner éventuellement. Et enfin, y a l'erreur qui arrive souvent, c'est-à-dire au labo, on arrive de se tromper et puis c'est pas grave, on refait. Mieux, de nombreuses erreurs ont débouché sur de vraies découvertes. Le plus célèbre exemple, l'antibiotique. Quant à l'ampoule de Thomas Edison, il dira qu'il a essayé 10 000 solutions avant d'en trouver une qui fonctionne. L'essai, l'erreur et la valorisation des recherches effectuées, réussies ou non, sont donc fondamentales pour l'avancée des savoirs scientifiques. La démarche scientifique peut être représentée comme un arbre aux multiples ramifications. Les scientifiques explorent une à une les rameaux de cet arbre grâce à des protocoles spécifiques à chaque branche. Quant à la manière d'explorer ce grand arbre, il réserve encore de nombreuses surprises. Car ne l'oublions pas, la recherche évolue en permanence avec le développement de nouvelles techniques qui permettent de sonder des hypothèses jusqu'alors inimaginables. La démarche scientifique, c'est une démarche où on se pose des questions, on ne prend pas tout pour argent comptant. Et on se pose une question, on essaye de trouver les réponses pour répondre le plus précisément et le plus honnêtement à cette question. Donc la démarche scientifique, je trouve qu'elle s'applique aussi dans cette vie de tous les jours. Ça peut être très important d'avoir cette démarche, de se poser la question de toujours d'où viennent les choses, les informations, les conclusions de tout le monde.